Bonjour et bienvenue dans ce 5e numéro du vidéocast On refait la marche. Ce vidéocast, vous pouvez le retrouver sur notre site analysedelamarche.fr et sur notre chaîne Vimeo. Tout de suite le sommaire. L'exécution du pas à partir d'une posture initiale immobile en vue de la marche est précédée de mouvements préparatoires, appelés également ajustements posturaux anticipateurs ou APA. Ces APA sont caractérisés par une inhibition de l'activité de base des extenseurs de la cheville, suivi d'une activation bilatérale des fléchisseurs dorsaux du pied. Cette séquence désactivation-activation induit un recul du centre des pressions, associé à une accélération vers l'avant du centre de masse. Il en résulte ainsi un couple de déséquilibre, permettant d'initier les forces de propulsion vers l'avant. Le professeur Man Kwang Do, de l'Université d'Orsay, fait partie de l'unité de recherche SIAMS. Il dirige l'équipe Risque, Intervention, Mouvement et Équilibre, et va donner une conférence intitulée « Biomécanique et stratégie motrice dans l'exécution du premier pas de la marche normale », avec un focus tout particulier sur le rôle des fléchisseurs dorsaux et plantaires de la cheville. Cette conférence a été donnée dans le cadre du staff d'actualisation en physiopathologie et analyse du mouvement de l'hôpital Robert Debré. Je vous laisse donc en compagnie du professeur Man Kwang Do. Et à la fin, quand vous allez arrêter votre mouvement et que vous adoptez une autre posture, vous avez de nouveau alignement entre projection du centre de gravité et centre de pression. Ça signifie qu'à l'équilibre, on a les deux points confondus, projection du centre de gravité et le centre de pression confondu. Ce qui est représenté donc sur ce schéma-là, projection du centre de gravité, donc là où vous êtes appliqué toute la masse du système, et confondu avec le centre de pression. Pour faire un mouvement, vous n'avez que deux façons de créer un mouvement. Soit qu'on applique une force extérieure, je vous pousse dans le dos, vous êtes debout immobile, je vous pousse dans le dos, à ce moment-là, vous pouvez initier votre mouvement. En l'occurrence, par exemple, la marche. Mais on n'a pas toujours quelqu'un dans le dos pour nous pousser pour initier la marche. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? L'analyse biomécanique indique que pour créer un mouvement, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est créer un couple de déséquilibre. C'est-à-dire, il faut qu'on se débrouille pour décaler le centre de pression et le centre de gravité. Enfin, quand je parle de centre de gravité, je parle toujours de la projection. Donc, quand le centre de pression ou la projection du centre de gravité n'est plus aligné avec le centre de pression, vous avez un couple de déséquilibre. Ici, dans ce cas-là, vous avez donc un mouvement, parce que le centre de pression est appelé également le point d'application des forces. Donc, si on prend le moment, on calcule le moment de l'ensemble des forces par rapport au centre de pression, donc vous avez un couple de déséquilibre si le centre de pression est en arrière du centre de gravité. Pareil, s'il se trouvait que le centre de pression est en avant du centre de gravité, vous avez un couple de déséquilibre vers l'arrière. Donc les notions de biomécanique sont extrêmement simples. Mais cette notion, elle est très très importante. Donc création d'un couple de déséquilibre pour initier le mouvement. Donc aujourd'hui, on va principalement s'intéresser à l'initiation du mouvement, pas à l'arrêt, parce que l'arrêt, c'est un autre problème. C'est pas l'inverse de l'initiation, mais c'est différent. Alors, ça, donc, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu ce genre d'enregistrement. Donc, c'est un enregistrement d'un mouvement d'initiation de marche, obtenu, donc ça, ce sont les informations données par une plateforme de force. Et en bas, ce sont les activités. Donc là, il n'y a que 4 muscles qui sont représentés. Donc,
Le sol I, c'est le solus du pied de départ. Le TAI, c'est le tibialis antérieur du pied de départ. Et ça concerne, disons, le pied d'appui. Donc, le plateau de force, il vous donne des forces et des moments. À partir de ces forces et des moments, donc très rapidement, ça vous le connaissez, on peut obtenir donc les accélérations du centre de gravité. Ça, c'est le Y seconde G, c'est les accélérations du centre de gravité selon l'axe qu'on appelle médiolatéral. X seconde G, c'est l'axe antéro-postérieur, c'est l'axe de progression. Et Z seconde G, c'est la verticale. XP, YP, c'est les coordonnées du centre de pression. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Donc, ici, ce premier trait vertical identifie le début du mouvement mécanique. Avant, vous êtes considéré comme immobile. Donc, avant, vous avez confusion entre projection du centre de gravité et centre de pression. Vous êtes immobile et pour démarrer, vous ne pouvez pas démarrer, hein, comme on avait dit, vous ne pouvez pas démarrer si vous n'avez pas créé un couple de déséquilibre. Donc, pour créer ce couple de déséquilibre, qu'est-ce qu'il fait le sujet? Il fait reculer le centre de pression. Donc, il fait reculer le centre de pression. Donc, d'après le schéma que vous avez vu tout à l'heure, il y a un décalage entre centre de pression et centre de gravité. Donc, vous avez un début de couple de déséquilibre. Et si vous tombez un couple de déséquilibre, ça signifie que vous tombez en avant. Et donc, vous pouvez commencer à initier le premier pas. Alors, mais comment le sujet fait-il pour faire reculer le centre de pression? Donc, et quand vous examinez les activités, donc les muscles, les principaux muscles de la cheville, disons le solus ou le triceps sural et le tibialis, on constate que les premiers muscles à activer, ce sont les tibialis. Les tibialis, le rôle, vous le connaissez mieux que moi, ils relèvent, c'est un fléchisseur des pieds, donc, ou fléchisseur dorsal des pieds. Et si vous regardez chez vous, vous allez, ce soir par exemple, vous mettez pieds nus et vous initiez la marche, vous allez voir que vos orteils vont se relever. Et plus vous voulez marcher vite, pour le premier pas, plus il se relève violemment. Donc le fait que le pied a tendance à se relever et les orteils se relever également, on raccourcit le polygone de sustentation, ce qui provoque donc un recul du centre de pression. Donc c'est une stratégie motrice extrêmement fine. Donc pour faire reculer le centre de pression, l'enfant a appris au cours, disons, de ses 4, 5 à 6 années à contracter les tibialis pour créer le couple de déséquilibre et marcher. Sur le plan latéral, vous avez également un déplacement du centre de pression. Alors, on identifie donc ça, pour simplifier pour aller vite, ça c'est l'instant du lever du pied, foot off, le premier foot off, on lève le pied, on repose le pied ici, foot contact, et ici, foot off 2, c'est le pied, donc premier, je lève le pied, je repose le pied, le foot off 2, c'est le décollement du pied arrière, d'accord? Et vous constatez, donc ça c'est à droite, à gauche, on marche comme ça, donc à droite, gauche. Ici, on est en appui sur la gauche, donc il est parti du pied droit. S'il est parti du pied droit, vous constatez, et ça, encore assez souvent, les gens se trompent, disent, si je pars avec la jambe droite, il faut que je soulage ma jambe droite. Les enregistrements indiquent, non, c'est le contraire. La jambe droite se charge, entre guillemets, puisque le centre de pression se dirige vers le pied qui va partir. Donc le pied qui va partir se charge, et après, il se décharge. Mais il ne se décharge pas tout de suite. Il se charge, il se décharge. Alors, à quoi ça sert de charger le pied de départ? C'est toujours sur le même principe de couple de déséquilibre. Puisque la jambe droite, prenons l'exemple de la jambe de départ en jambe droite, une fois que la jambe droite est partie, il faudrait que le centre de gravité soit du côté du pied d'appui. À l'équilibre, on avait dit que le centre de gravité et le centre de pression sont confondus. Et pour initier un déplacement du centre de gravité vers le futur pied d'appui, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un couple de déséquilibre vers le futur pied d'appui.
puisqu'on a dit que le centre de pression va vers le pied qui va partir, le centre de gravité, lui, il est très inertiel. C'est comme son nom l'indique, le centre de gravité, c'est inertiel, on a du mal à le bouger. Donc, en créant, disons, un déplacement du centre de pression vers le pied qui va partir, on crée un couple de déséquilibre vers le futur pied d'appui. Et à ce moment-là, on a créé un couple vers l'avant, un couple de déséquilibre vers l'avant, et un couple de déséquilibre vers le futur pied d'appui. À ce moment-là, on peut y aller. Or ça, c'est dans le cas idéal, c'est-à-dire le sujet ne triche pas. C'est-à-dire, on lui demanderait d'avoir le poids plus ou moins également réparti sur les deux pieds. Mais vous savez très bien que si vous étudiez des enfants ou certaines pathologies, ben, s'il veut partir avec la jambe droite, il se met déjà sur la jambe gauche pour pouvoir partir. Oui. Donc, l'analyse, quand vous faites l'analyse en médiolatéral, il faut faire très attention. C'est beaucoup plus simple et précis de faire une analyse selon l'ascenseur antérieur-postérieur. Là, vous ne risquez pas de faire, disons, de mauvaises interprétations. De toute façon, pour avancer, il faut créer un couple de déséquilibre. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Et on verra tout à l'heure un exemple sur les amputés. Si vous prenez un amputé, disons, unilatéral ou bilatéral au niveau de la jambe ou des cuisses, vous allez voir que le centre de pression ne recule pas. Et s'il a amputé au niveau bilatéral, au niveau des cuisses, si vous demandez de partir, comme ils n'ont plus de muscles des pieds, plus de releveur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, de toute façon, pour avancer, il faut qu'il se débrouille pour créer un couple de déséquilibre. Alors, si vous l'observez, il fait comme ça, et puis après, il s'en reste. S'il ne fait pas, s'il n'arrive pas à créer le couple de déséquilibre, ben, il reste sur place. Il ne peut pas faire le pas. Donc, la notion qui est importante, c'est dans l'initiation, c'est créer un couple de déséquilibre. C'est pareil quand vous demandez au sujet de monter sur la pointe des pieds. Si le sujet n'avait pas d'anticipation, c'est-à-dire s'il n'anticipe pas, s'il ne projette pas le centre de gravité vers l'avant du pied, il montait verticalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez tomber en arrière, puisque le centre de pression va être sur l'avant des pieds et votre centre de gravité, lui, il n'a pas encore bougé. À ce moment-là, vous partez en arrière. Donc, qu'est-ce qu'il fait le sujet? Ben, je caricature un peu. Il va faire ça et ça. À ce moment-là, il peut monter. S'il ne fait pas ça, il ne peut pas monter. Donc là, très rapidement, c'est l'initiation à la marche. Donc, c'est suivant. Donc, les rôles des fléchisseurs d'assaut. La couleur ne passe pas. Donc, c'est cette partie-là que je viens de vous expliquer. Pour faire reculer le centre de pression, ce sont les tibialis qui sont les principaux responsables. Chez le sujet normal. Chez le sujet pathologique, ça peut être différent. C'est pour ça que j'aurais dû mettre stratégie motrice au pluriel et non pas au singulier. Il n'y a pas qu'une seule stratégie. Ça dépend des contraintes. Oui, c'est ça. Donc, juste pour rappeler ce que je viens de dire. Donc là, j'ai rajouté les courbes de vitesse. Les courbes de vitesse sont obtenues tout simplement par intégration des tracés d'accélération. Alors là, c'est juste, je fais une parenthèse pour ceux qui s'intéressent à la technique. Pour tester la qualité d'un plateau de force, c'est très simple, et personne ne pense à le faire. C'est vous demander au sujet debout initialement, et vous lui demandez de lui faire un pas. Les conditions mécaniques indiquent que quand au départ, vous avez projeté confusion, identité, projection du centre de gravité sans pression, et également à la fin. Si à la fin du premier pas, vous avez un décalage ou une dérive de la vitesse, ça signifie que votre plateau de force est pas bon. C'est un test, solide. On n'a pas besoin de poser le poids, etc., etc. Vous demandez au sujet, faire un pas en avant. Et restez le plus immobile possible, et vous faites une intégration pour avoir la vitesse. Et vous allez voir que on doit avoir
la même chose, puisqu'on a dit qu'au départ, confusion sans gravité, sans pression, à la fin, égale. Donc, vous avez le déplacement. Donc, le déplacement, on fait une double intégration de la vitesse, enfin de l'accélération. On a le déplacement du centre de gravité. Le centre de pression vous indique la longueur du pas que vous avez fait. Les deux doivent être égaux. S'ils ne sont pas égaux, il y a un problème. C'est tout ça. Là, je devrais me ça. Voilà. Donc, ici, vous avez donc ça, c'est les courbes de vitesse, en bleu. En rouge, ici, c'est les courbes de déplacement du centre de gravité. Voilà. Vous voyez que le centre de gravité, lui, il avance, mais le centre de pression, il est en arrière. Donc, on peut marcher. Sur la courbe du déplacement du centre de gravité selon l'axe médiolatéral, vous voyez bien qu'il va se diriger vers le futur pied d'appui. Ça, c'est le pied d'appui. Mais il ne va jamais se mettre sous le pied d'appui. Il y a une raison pour ça, mais bon, c'est un petit peu long pour expliquer. Mais très rapidement, si vous faites un pas très lentement, à ce moment-là, le centre de gravité va se mettre sous le pied d'appui, parce qu'il doit être en équilibre, parce que c'est un mouvement très lent. Mais quand vous faites un mouvement rapide, si vous faites d'abord ça et ça, vous risquez de rester là. Donc, dans le déséquilibre, il y a déjà une anticipation pour ce qui va arriver. Il faut que je retombe au sol. Si je ne retombe pas au sol, je peux pas. Je reste là et je bouge plus. Je fais ça et c'est pas un mouvement normal. Donc, vous voyez, rien qu'avec l'analyse des tracés mécaniques, on peut trouver des tas de choses et la pathologie peut également apporter d'autres choses. Voilà. Donc, ce déplacement, c'est du centre de pression vers le pied de départ, etc. Bon, ça, c'est juste pour vous montrer que la trajectoire du centre de pression, là, c'est schématiser les deux pieds, trajectoire du centre de pression, trajectoire du centre de gravité. Alors, ça, c'est les enregistrements avec deux plateaux de force d'un sujet normal, ici, N, comme sujet contrôle, témoin. Et ça, c'est un amputé au niveau du genou, unilatéral. AK, c'est genou, knie, P comme départ avec la prothèse. Donc ça, c'est donc ils sont bien sûr appareillés. Ça, il est parti avec la jambe intacte. Regardons d'abord les forces sous chaque pied, puisqu'on a deux plateaux de force. La courbe, disons, en très continue, c'est la courbe, puisqu'on identifie le pied de départ et le pied d'appui. Très simplement, ici, comme il n'y a plus de force sur le plateau, ce pied-là, il est parti. Donc, le pied de départ, c'est cette courbe-là. Et ça, c'est le pied d'appui. Et qu'est-ce qu'on observe entre T0, qui est le début des variations du tracé mécanique, et l'instant du foot-off? C'est que sur le pied d'appui, il y a, pendant, disons, le 2 premiers tiers, les forces sont négligeables. Et que la principale force de propulsion, entre guillemets, on examinera tout de suite quelle est la signification pour donner la propulsion, elle vient de la jambe de départ. Et quand vous faites la somme de ces forces, vous retrouvez, disons, ce que vous obtenez avec un seul plateau de force. Examinons maintenant chez le sujet amputé. Quand il part avec la prothèse, donc jambe de départ prothétique, il n'a pas de muscle de la jambe. Et on s'aperçoit également que la phase des APA, c'est-à-dire la phase de préparation posturale de déséquilibre, elle est plus courte qu'ici. Et que s'il est parti avec la jambe intacte, donc en appui sur la jambe prothétique, la phase des APA est extrêmement longue. Donc, il y a une adaptation de la stratégie. Puisqu'on a dit que chez le sujet témoin,
la force de propulsion principale est générée par la jambe de départ. S'il part avec la prothèse ne peut rien faire. Donc, il a choisi de déclencher très rapidement le décollement du pied, parce qu'il sait très bien qu'avec cette jambe-là, avec ma jambe prothétique, je ne peux rien faire, je ne peux pas générer de force. Donc, autant de le faire partir très vite et utiliser le reste du temps, c'est-à-dire sur la jambe d'appui saine, générer les forces de propulsion. Et l'inverse se produit si vous changez de côté. Si je pars, ou si le sujet il part avec la jambe saine, donc il va avoir les moyens de générer des forces de propulsion au départ, et que lorsque il est parti et qu'on est en appui sur la jambe prothétique, à ce moment-là, la jambe prothétique, pareil, il n'a pas beaucoup de moyens. Qu'est-ce qu'il fait? Il rallonge la phase des APA pour acquérir le plus de vitesse ou le plus de force possible pendant la première phase, et ainsi on peut atteindre la même vitesse à la fin du premier pas qu'on part à droite ou à gauche, le pied sain, jambe saine ou jambe prothétique. Donc à la fin de ce mouvement-là, même si les courbes de force sont différentes, la vitesse atteinte à l'issue du premier pas est pareille que vous partez avec la jambe intacte ou la jambe saine. Donc ça, c'est une adaptation de la stratégie. Vous avez choisi ça et vous allez voir tout à l'heure avec les enfants IMC, c'est pas du tout ça. On pensait retrouver ça, mais c'est pas ça. Alors, maintenant, examinons. Donc, on a déjà vu comment on fait pour générer les forces de propulsion pendant la première phase de T0 à FO. Là, la jambe, elle est partie. On est en simple appui. D'accord? Et en simple appui, bien sûr, sur la jambe qui est partie, vous n'avez pratiquement pas d'activité. Et vous avez une activité très forte au niveau du solus du pied d'appui. Alors, il y a tout ce qui vient de l'école de Winter disent que pour avancer, il faut pousser sur le sol. Et puis, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas les autres auteurs qui disent non, on ne pousse pas sur le sol pour avancer, mais on contrôle la rotation du tibia, etc. Donc, il y a deux hypothèses qui s'affrontent et qui continuent de s'affronter sur le rôle des fléchisseurs plantaires. Mécaniquement, ils ont tout à fait raison. Si je raisonne de façon abstraite, comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire bouger un système, il faut lui appliquer une force. Donc, si je veux avancer, il faut que je pousse sur le sol pour pouvoir avancer. Sauf qu'ils ont oublié qu'on vit dans un champ de gravité. Donc, dans un champ de gravité, si je me laisse tomber, je génère également des forces de propulsion. Donc, ce que nous, on va essayer de montrer que l'activité des muscles, du triceps sural au cours de la phase pendulaire, elle ne sert pas à pousser, elle sert à autre chose. Pour ça, nous avons fait le raisonnement suivant. Si j'alourdis mon sujet, je rajoute une charge, des poids, équivalent à 30% de son poids, pour obtenir la même vitesse de marche, je dois développer plus de force. C'est comme si, si vous voulez pousser une voiture légère et une voiture lourde à la même vitesse, vous devez développer plus de force pour la voiture qui est beaucoup plus lourde. Le raisonnement est tout à fait simple. Et donc, si mon activité augmente parce que je dois pousser plus de force, à ce moment-là, c'est Winter qui a raison. Par contre, si j'arrive à montrer par des enregistrements que j'ai bien une augmentation de force, mais pas d'augmentation de l'objet, à ce moment-là, son hypothèse ne tient pas debout. Donc ça, c'est le premier raisonnement, puis on a un second raisonnement. Donc on a, avant d'en venir, disons, à la surcharge, on a fait quelque chose de très simple, mais qui peut être critiqué.
C'est-à-dire, donc, je fais l'initiation de la marche. Donc, je rappelle, j'ai été un peu trop vite. L'initiation de la marche, c'est quoi? Sujet debout. Et on lui demande de faire 5-6 mètres. 5-6 pas, et plus loin. Demander au sujet de faire 5-6 pas est très important. Parce que si vous demandez, même si vous étudiez que le premier pas, si vous laissez libre au sujet de faire qu'un seul pas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il programme, bien sûr, l'initiation du premier pas, mais il programme également l'arrêt du pas. Ce qui fait que le programme d'initiation est perturbé par l'arrêt. Et pour éviter qu'il y ait, disons, une interférence entre le programme d'arrêt du mouvement et le programme d'initiation, il faut demander au sujet de faire 4-5 pas. Donc ça, c'est très important. Alors, nous, ici, on a demandé spécifiquement au sujet, on va comparer l'initiation de la marche et de faire un pas. Donc, je fais un pas. L'idée qui est derrière ça, que je programme de faire l'initiation de la marche ou un pas, je dois générer des forces de propulsion parce que je dois emmener mon centre de gravité quelque part. Donc, c'est pour ça qu'on a fait l'initiation un pas. Il y a deux façons de faire l'initiation d'un pas, c'est faire ça pour ramener le pied. Donc là, c'est un pas sans ramener le pied arrière. Et vous pouvez constater, bien sûr, en général, quand on présente une diapo, on choisit les courbes. On a choisi un enregistrement dans lequel on a des vitesses relativement équivalentes. À vitesse identique, ça signifie que les forces sont identiques ou comparables. Or, ici, pour obtenir cette vitesse, on a développé les mêmes forces, mais si vous regardez l'activité EMG, donc ici, vous avez le solus du pied d'appui, parce que ce qui nous intéresse, c'est seulement cette phase d'appui, le solus, le gastroc médian, le gastroc latéralis, hein, donc les deux jumeaux, vous voyez bien qu'il y a une diminution flagrante de l'activité. Déjà, on a un premier, disons, indice ou argument pour dire que l'hypothèse de poussée ne tient pas la route. Bon. Mais on peut nous rétorquer, oui, mais vous faites, comme j'ai dit, un pas et l'initiation de marche, c'est pas la même chose, donc on peut changer de programme, etc., etc. On a, pour compléter ça, on a fait donc un pas et un pas ramené. Donc quand on fait un pas ramené, on a une réaugmentation de l'activité. Toujours pour la même vitesse et progression. Et on a fait également deux pas. Et quand on met dans le même graphique l'activité du solus en fonction de la vitesse atteinte, c'est-à-dire en fonction de la force que vous avez développée, quand vous faites un pas, la vitesse, enfin l'activité électromyographique, ici ça concerne seulement le solus, elle est, disons, peu variable, elle est faible. Et quand on passe un pas ramené sortement, et entre deux pas et l'initiation de la marche, c'est la même chose. Deux pas et deux pas, c'est two step et le get initiation, c'est exactement confondu. Et là, les triangles verts sont légèrement inférieurs. Ce qui fait que ces résultats suggèrent que, l'activité du solus ne sert pas à pousser, mais sert probablement à lancer la jambe vers l'avant. Puisque entre un pas et un pas ramené, la seule différence, puisqu'on arrive au même point, la seule différence, c'est que ici, je ramène la jambe. L'activité du solus a non pas seulement la poussée, mais probablement avancer la jambe. Autre argument. Ça, c'est un paradigme très intéressant. Donc, le sujet est initialement maintenu incliné vers l'avant. Donc, il y a une force qui le retient. Et quand vous lâchez le sujet, il n'a pas besoin de générer des forces pour avancer. Il chute en avant, donc vous avez tout de suite les forces de propulsion. Donc, théoriquement, s'il y a déjà une force de propulsion, l'activité du solus devrait être beaucoup plus faible, puisqu'il n'a pas besoin de pousser, puisque la force est déjà présente. D'accord? Donc, et on va, qu'est-ce qu'on observe?
Donc ça, ce sont les enregistrements. Vous regardez que la phase, disons, de simple appui. Hein, entre quelquefois je mets TO, quelquefois je mets FO, mais c'est la même chose. Donc ça c'est le rattrapage de l'équilibre. Et ça, c'est l'initiation de marche. À vue d'œil, vous pouvez voir qu'il y a plus d'activité par unité de temps ici que là. Là, ça dure longtemps, et là, c'est beaucoup plus court. Mais si vous divisez par le temps, vous allez vous apercevoir qu'il y a plus d'activité dans le rattrapage d'équilibre qui est montré sur cette courbe. On met toujours là, en abscisse la courbe de vitesse, et en ordonnée l'activité du solus intégré. BR, c'est le balance recovery, c'est le rattrapage d'équilibre, et ça, donc, l'initiation de la marche. Vous voyez bien, pour la même vitesse de progression, l'activité du solus est beaucoup plus importante, ou plus importante, dans le rattrapage d'équilibre que dans l'initiation de la marche. Donc, on a un deuxième argument pour dire que l'hypothèse de poussée, ça ne tient pas la route. Et enfin, ça c'est la même chose, voilà. Ça c'est le paramètre dans lequel l'initiation de la marche, dans lequel on a rajouté 30% du poids du sujet. En gros, c'est 20 kg. Nos sujets, ils ont à peu près le même poids. Donc on va rajouter 20%. Et on regarde le pic RY, parce que comme on a soumis le papier dans une revue anglo-saxonne, il faut mettre selon leur propre axe, c'est RY, ils n'ont pas RX. En coordonnées cartésiennes, c'est RX, et les Anglais, c'est RY. Bon, peu importe. C'est le pic de force selon l'axe de progression. Et vous voyez bien, comme on avait prévu, pour la même vitesse, si vous pesez plus lourd, vous devez développer plus de force. C'est tout ce que ça signifie, cette courbe-là. Ça, c'est pour un sujet. Et ça, c'est pour la moyenne de tous nos sujets. Il y en a, je crois, 8 ou 9. Donc, vous voyez bien qu'il y a une augmentation significative, j'ai oublié de mettre les étoiles, de la force en fonction de chaque fois de la vitesse qu'on lui demande de faire. Et là, si on regarde l'activité intégrée du solus, en fonction toujours du pic de force, vous voyez bien que c'est pas normal que pour une activité électromyographique, vous avez deux forces. C'est pas possible. Un muscle, il ne peut développer qu'une seule force. En plus, bon, vous pouvez critiquer, oui, mais est-ce que l'angle de la cheville est la même chose, etc. On avait fait des enregistrements dans lesquels on a fixé un goniomètre au niveau de la cheville. Il y a peu de différence. Donc, l'état du muscle en termes de longueur et d'angle, c'est à peu près la même chose entre cette condition et celle-là. Donc, la différence d'activité ou de force, elle n'est pas due à la modification du déplacement angulaire. Donc, vous voyez bien que quand on rajoute une charge, il y a une augmentation de force, comme on l'avait vu, mais il n'y a pas d'augmentation de vitesse. Vous avez ça. Pour la même contraction musculaire, vous avez deux forces. Pareil, ça c'est un sujet, et ça c'est la moyenne de tous les sujets. Juste rapidement, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Pour montrer, bon, finalement, s'il ne pousse pas, à quoi il sert l'activité du solus? Il faut qu'il serve à quelque chose. Donc là, cette courbe-là, simplement à montrer que l'activité du solus en particulier sert à freiner la chute du centre de gravité. Le delta RZ, c'est simplement un freinage. Donc c'est un paramètre que j'en ai pas parlé, mais là, il se trouve que j'ai mis le graphe, donc je vous écris. Donc, on a l'activité du solus, dans les deux cas, est bien confondue, donc très vraisemblablement, il sert à freiner la chute. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu ce que j'ai commencé avec un doctorant, doctorat Botoine. On a enregistré
10 enfants IMC diplégiques, 10 hémiplégiques à droite, 10 hémiplégiques à gauche. Et pour vous dire que je suis assez perturbé, peut-être beaucoup plus, parce qu'il n'y a pas de reproductibilité. Donc, quand par exemple, on vous dit qu'il est... Ah bah c'est pas vous aider. Quand vous dites par exemple qu'il est diplégique, c'est pas totalement symétrique. Donc ça c'est simple à comprendre. Mais quand vous dites qu'il est hémiplégique à droite, il y a quelquefois des perturbations sur le côté gauche. Bah oui, c'est ça. Alors là, pour moi qui ne suis pas clinicien, ça me perturbe énormément. Donc, alors ici vous avez, donc j'ai pris au hasard un hémiplégique gauche de 10 ans. Donc, hémiplégique gauche, il est en appui gauche, donc il est parti du droit. Il est parti du côté sain, d'accord, puisqu'il est en c'est un hémi gauche. Quand il est parti du sein, du côté sain, donc là, départ côté sain, appui côté, disons, malade. Vous voyez la différence si on regarde cette courbe-là. La différence, quand il est en appui du côté malade, ici il est en appui du côté sain, vous avez la différence. Et ça, c'est ça que j'appelle la courbe de freinage. Enfin, quand j'intègre, j'aurai la vitesse, donc c'est la courbe de freinage. Donc, là, on voit bien, clairement, que chez ce sujet, il y a une différence quand il part du côté malade ou du côté sain. Mais c'est pas général à tous les hémiplégiques. C'est ça le problème. Quelquefois, c'est pareil des deux côtés. Ça signifie que les deux côtés sont atteints, entre guillemets, de la même façon. On peut également constater chez eux qu'il y a toujours un recul du centre de pression, même si ça ne se passe pas de la même façon, mais il y a toujours un recul. Parce que, comme je vous ai dit, s'il n'arrive pas à faire un recul, il ne peut pas marcher. Enfin, il ne peut pas initier le premier pas. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de ce recul? Alors, le recul, alors il faut faire attention. Autant pour les sujets témoins, même jeunes, vous pouvez leur demander d'aligner les deux pieds. D'accord? On aligne deux pieds, de telle façon que ce soit normalisé. Parce que si vous avez les deux pieds décalés comme ça lui permet de faciliter justement le recul. Donc, si vous voulez étudier chez un enfant hémiplégique, si il a des problèmes d'initiation ou non, il faut lui demander d'aligner les deux pieds. Mais c'est très difficile parce qu'ils sont plus ou moins instables sur les deux pieds et on ne sait pas trop. Donc, ça pose énormément de problèmes. Bon, en général, on s'en sort à peu près bien, mais je vous dis que je ne donnerai pas ma main coupée. Vous voyez bien qu'ici, il est en appui sur le côté. Donc là, il est en appui sur le côté droit, donc côté en appui sain. Il est parti avec le côté malade, entre guillemets. Vous voyez bien la différence d'allure quand il change de côté. Donc, avec ces enregistrements, on peut, disons, faire des analyses assez fines. Bon, peut-être qu'en clinique, vous n'aurez pas le temps d'examiner en détail tout ça. Et si je regarde maintenant un enfant, un enfant témoin, lui, il doit avoir 9 ans, donc notre hémiplégique a 10 ans. Là, il est en appui sur le côté droit. Lui, il présente clairement un recul du centre de pression, comme chez les adultes, parce qu'il a déjà 9 ans. Et ici, il présente donc un pic positif sur le Z seconde G, c'est-à-dire qu'il a freiné, etc. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que chez l'hémiplégique, quand il part avec le côté hémiplégique, il met beaucoup plus de temps sur ce sujet-là. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas généraliser à tous les hémiplégiques. Ils ne sont pas tous comme ça. C'est ça le problème. Bon, en tout cas, sur ce sujet-là, faisons l'analyse. Vous voyez bien que lui, quand il parle des côtés hémiplégiques, il prend plus de temps, ce qui est contraire à nos amputés.
Les amputés, on a dit que du côté amputé, il déclenche beaucoup plus tôt pour profiter de la jambe saine. Et chez lui, ou chez elle, je ne sais plus si c'est un garçon ou une fille, il prend plus de temps pour être en appui sur le côté malade. Et là, il est en appui sur le côté sain. Et donc, on le voit d'ailleurs, là c'est appui côté sain, freinage, appui côté malade, pas de freinage. Si on regarde les activités musculaires, donc ça c'est le sujet témoin, l'enfant il a 9 ans, vous pouvez constater que lui, il marche également en crabe, comme les autres. Hein. Même si on lui dit, bah, essaie de marcher tout droit, la courbe YP indique qu'il a dévié de l'axe du plateau de force. Bon. Pour nous, c'est pas trop grave, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc lui, vous voyez bien qu'il y a freinage, etc. Donc lui, il a pu faire 3 pas sur le plateau. Ça, ce sont les activités. Donc on voit bien activité alternée, donc solus droit, donc pied d'appui, gastro-médian, pied d'appui, etc. Donc c'est classique. Le tibialis, il y a 2 bouffées, donc ici. Vous avez une grosse bouffée ici pour faire le recul sur les 2 tibialis. Ça, c'est le pied de départ avec les 2 bouffées. Donc, première bouffée pour le foot off et le deuxième bouffée juste avant le foot contact. Donc, ça, c'est classique, etc. Si vous regardez maintenant l'hémiplégie. Alors, là, il est en appui droit. Donc, il est parti du gauche. Et donc, il est parti du gauche, donc du côté hémiplégie. S'il est parti du gauche, regardons l'activité du tibialis par rapport au contrôle. Il n'y a pratiquement rien. Et le côté sain, c'est énorme. Bon, ici, il y a une suturation, mais ce n'est pas une suturation à l'enregistrement, c'est parce que c'est la figure qui coupe. Hein, donc, là, c'est pareil, c'est la figure qui coupe et non pas l'enregistrement qui est saturé. Donc, vous voyez bien que du côté normal, bon, c'est presque comme chez l'enfant témoin, sauf du côté malade, vous voyez bien que les activités sont beaucoup plus faibles. Ça se comprend. Bon, maintenant, c'est à vous de voir est-ce que la rééducation va améliorer cette activité musculaire ou non. Ça, c'est votre problème. S'il part, là, il est en appui sur la gauche, donc il est en appui sur le côté malade, il est parti du côté sain. Donc, vous voyez bien que côté sain, il y a toujours très bonne activité ici, d'accord? Et côté malade, il y a toujours une activité. Donc ça, c'est l'appui. L'appui, c'est quand même beaucoup plus faible que s'il était en appui sur le côté, disons, sain. Donc là, c'est juste pour vous dire qu'on en était, disons, à faire au dépouillement des résultats. Et on a également soumis nos enfants, avec l'accord des parents, bien sûr, dans le rattrapage d'équilibre. Pas de problème, ils peuvent le faire. Bon, la posture initiale est pas un peu bancale, mais ils arrivent à le faire et on a de très belles activités électromyographiques avec plein de choses qu'on est en train d'analyser. Donc, je pense que c'est terminé. Donc, si vous avez des questions, hein, il ne faut pas hésiter.